J'aime la chasse, l'émission vous est proposée par Alvis Audio. Alvis, protection auditive technique pour la chasse et le tir. J'aime la chasse, l'émission qui défend la chasse et la ruralité. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. J'ai le plaisir ce soir d'être accompagnée de notre rédacteur en chef, Denis. Bonsoir, Denis. Bonsoir Amélie, salut Patrick. J'ai le plaisir également d'être accompagnée de Patrick. Bonsoir, Patrick. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Au sommaire de l'émission de ce soir, les actualités de la chasse et de la ruralité. Nous parlerons du sondage commandé par la FNC. La nouvelle campagne de pub de la FNC est refusée par les chaînes de services publics. L'État à nouveau condamné pour la chasse au grand tétras dans les Hautes-Pyrénées. 20 mètres carrés maximum par personne. Les écolos veulent limiter la surface des habitations. Vous reprendrez bien un peu d'exclusion, ou les vers en campagne. Il faut introduire un dimanche sans chasse, dixit le député La République en marche, Loïc Dombreval. Les grands prédateurs font beaucoup parler d'eux. Denis nous dira ce qu'il a pu lire dans les médias cette semaine et nous donnera son coup de cœur pour son livre de la semaine. Le dossier de l'émission de ce soir est consacré à Willy Schran et nous reviendrons sur quelques moments forts de la conférence que nous avons eue avec lui lors du salon virtuel de la chasse JLC. Pour notre dossier équipement, découvrez de bonnes affaires à saisir avec des réductions qui sont toujours en cours après le salon JLC. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, c'est parti. Denis, on démarre ces actualités avec un sondage qui a été commandé par la FNC. Oui, et comme le disait le président lors de la conférence qu'il a donnée pour le salon virtuel de la chasse, c'est la première fois, c'est surprenant, mais c'est la première fois que la FNC commandait un sondage. Donc là, c'est un sondage, comme le font tous les organes d'opinion et tous les partis politiques. Et ce sondage, un échantillon important, 2043 personnes, si mes souvenirs sont exacts. Oui, c'est ça, 2034 personnes plus exactement. Les résultats ne sont pas ceux que claironnent nos opposants à longueur de tweets, de posts Facebook ou autres. Selon eux, 110, 115, voire 130% de la population est opposée à la chasse. Là, en fait, c'est une opinion très mesurée que les Français ont de la chasse. Il y a une petite majorité, 53 ou 54%, qui est plutôt défavorable. Mais ce qui est intéressant de voir, et il faut analyser le sondage parce qu'il va vraiment bien dans les détails, c'est que plus les Français connaissent la chasse, sans être même chasseurs, j'entends, plus ils l'aiment et la comprennent. Donc ça, c'est assez intéressant. On voit le résultat là, actuellement à l'écran, un des résultats dont on peut tirer des conclusions. Et en effet, plus ils connaissent la chasse, plus ils ont un chasseur dans leur entourage, plus ils comprennent et apprécient la chasse. Voilà. Deuxième résultat de ce sondage, c'est que les Français sont très attachés à la vie rurale, aux traditions, même si eux-mêmes sont majoritairement citadins. Mais ils sont attachés à ces valeurs rurales et à ces traditions que la ruralité véhicule. Traditions dont la chasse, parce que dans les traditions, il était bien dit, les traditions dont la chasse. Et là, il y a une majorité importante, 63% de la population, qui dit oui, nous sommes attachés aux traditions dont la chasse. Ce qu'il faut voir aussi dans les résultats des sondages, c'est que les Français sont tout à fait favorables à manger de la venaison, de la viande de gibier. Alors ça va désoler nos amis véganes, mais ça ne m'empêchera pas de dormir, comme vous l'imaginez bien. Voilà, donc c'est intéressant comme sondage. D'abord, bravo à la FNC de l'avoir lancé. Ensuite, ça montre que les pessimistes, à mon avis, ont tort. Rien n'est perdu, bien au contraire. Il faut vraiment se lancer dans l'espace public, communiquer un maximum. Le vieil adage selon lequel pour vivre heureux il faut vivre caché n'est plus du tout d'actualité. Il faut être présent, il faut occuper l'espace, se montrer, mais se montrer intelligemment. Et ça, le président Schran insiste bien là-dessus et il a raison. Valoriser nos actions. Voilà. Et communiquer. Mais je peux dire 2 petites choses là-dessus. On s'en rendait compte
quand on fait connaître la chasse, quand on invite des gens qui ne sont jamais venus à la chasse, y compris anti-chasse, parce qu'on peut se retrouver en discussion avec ces gens-là, en effet, en général, au bout d'une journée de chasse, ils se rendent compte de la beauté de notre passion. Bien sûr. Donc ça ne fait que confirmer cela. Et puis je reviens sur ce que tu as dit au début, puis ça permettra de teaser un peu le dossier de la semaine et ta prochaine actualité. C'est la FNC a décidé de mettre des budgets en communication. D'où le sondage. Et tout à fait. YouTube. Voilà, mais c'est une politique globale qui est lancée depuis 18 mois par la FNC. On y reviendra dans le dossier parce qu'on écoutera le président Willy Schrad nous expliquer tout ça en détail. C'était très intéressant, sa conférence. Il est resté 1h30 avec nous et il est rentré vraiment à fond dans les détails, n'oubliant rien, aucun dossier. C'était une conférence remarquablement intéressante. Mais oui, il y a une politique de communication de la FNC ambitieuse, avec un nouveau site internet, avec une page Facebook, avec des clips. Alors on a vu les clips de début septembre. J'étais assez circonspect quant à ces clips, je dois le reconnaître. Il y a la nouvelle campagne de pub qui est lancée sur les chaînes télé et sur les réseaux sociaux. Et puis il y a aussi ce livre, Chasse, cœur de biodiversité, qui a été envoyé à tous les élus de France et de Navarre. Voilà. Mais là, on va revenir sur la campagne de publicité, parce qu'elle a débuté depuis mardi dernier. Très sympa. Elle est très sympa, c'est vrai. Moi, je trouve que malgré les contraintes, alors les contraintes sont connues, c'est celle de l'autorité de régulation de la publicité, pas d'armes, pas d'animaux morts. Bon, ok. Mais il y a bien d'autres choses à montrer dans la chasse, et c'est ce qu'a choisi de montrer la FNC, le bonheur d'être à la chasse. On y voit des gens souriants, en famille, avec des enfants, dans la nature, en veste orange, oui, avec des chiens, oui, et pas des chiens de compagnie, des chiens de chasse, parce que nous sommes des chasseurs. Il faut noter que ce ne sont pas des comédiens, mais des chasseurs qui ont été choisis pour tourner ces petits spots de pub. Voilà, donc bravo à la FNC. Ces spots passeront sur les chaînes du groupe TF1 et M6, mais pas sur les chaînes de service public. Et là, je voudrais m'attarder un petit peu quand même. Pourquoi, Denis ? Pourquoi ? Très bonne question. Nous n'avons pas de réponse de Madame Ernotte, la présidente de France Télévisions. Mais enfin bon, les chaînes de service public sont celles où sévissent Nagui, Hugo Clément. Il y a un parti pris éditorial, à mon avis. Et puis, mais quand même, ça pose des questions, parce que les chasseurs ne sont pas des citoyens de seconde zone. Je suis désolé, ils perdent leurs impôts et leurs redevances télé, comme tout le monde. Et donc, redevances qui sert, entre autres, à verser un salaire assez mirobolant à Madame Ernotte, présidente de France Télévisions. Donc, on peut se demander pourquoi, à certains moments, le service public ne joue pas son rôle de service public, parce que la chasse a une mission d'intérêt général. Disons que c'est ceux qui devraient être le plus indépendants, et c'est ceux qui le sont le moins. Et on parle là de la télé, mais on peut parler des radios également. On n'est pas les seuls à se plaindre, nous chasseurs, d'un parti pris du service public. Non, tout à fait. Donc voilà, c'était un coup de chapeau à la FNC pour ce clip, et ces clips d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs. 30 secondes pour la télé, 3 minutes pour les réseaux sociaux. Et puis un petit coup de gueule contre France Télévisions qui continue dans l'ostracisme, on va dire. Voilà. On regarde le clip ? Oui, on va le regarder, bien entendu. Moi, je les ai vus aussi TF1 M6, mais je les ai vus sur des chaînes de la TNT. Oui, mais ce sont les chaînes des groupes. Ce sont les chaînes des groupes, parce que ce sont les chaînes des groupes. Là, c'est le groupe Canal, pour le coup, voilà, je les ai vus sur CNews. D'accord. Mais on va le regarder, ce clip. Il fait 30 secondes, il est très très bien. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits riens du tout, mais qui en disent long. En voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de gaieté dans ses yeux, un espoir merveilleux qui donne le frisson. C'est si bon
petites sensations. Et si nous nous aimons, c'est parce que c'est si bon. C'est inouï ce qu'elle a pour séduire, sans parler de ce que je ne peux pas dire. C'est si bon quand je la tiens dans mes bras, de me dire que tout ça, c'est à moi pour de bon. C'est si bon. Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison. C'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est si bon. C'est bon, c'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est si bon. C'est si beau. Très très beau clip, en effet. Autre actualité, Denis, tu voulais nous parler de l'État qui était à nouveau condamné pour la chasse au grand tétras dans les Hautes-Pyrénées. Oui, alors j'ai vu ça sur France 3 Occitanie. Le tribunal administratif de Pau vient de condamner l'État à verser 15 000 € à qui ? À France Nature Environnement. Parce que France Nature Environnement a porté en gros plainte contre l'État et contre le préfet qui autorisait un certain nombre d'animaux, en l'occurrence des grands tétras, à être chassés dans les Hautes-Pyrénées. Le motif serait que le tétras est une espèce en déclin et que l'État, et là je cite l'arrêté du juge administratif, en édictant ces arrêtés illégaux, le préfet des Hautes-Pyrénées a commis une faute de nature à engager les responsabilités de l'État. C'est quand même assez énorme. Bon, c'est vrai, l'espèce est en déclin au niveau national. Dans les Vosges, dans le Jura, pratiquement disparue dans les Alpes, mais pas dans les Pyrénées. Bizarre, c'est le seul endroit où l'espèce est chassée. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont les chasseurs, pratiquement les seuls, à se soucier du grand tétras, à aménager les espaces, à faire des comptages, à protéger les nids, à entourer de barrières les zones de refuge hivernol des grands tétras. À défricher. À défricher. Les milieux qui se ferment et ça pose des problèmes. Tout à fait. Comme il y a un peu moins d'estive, puisque les bergers ont de moins en moins envie d'aller dans les alpages à cause du loup, eh bien les espaces se referment, les chasseurs sont obligés d'aller couper rhododendrons et repousses de forêt. Voilà, ça semble paradoxal, mais le seul endroit où l'animal n'est pas trop en déclin, c'est l'endroit où il est chassé. Alors évidemment, son déclin, il n'est pas dû à la chasse, il est dû à la modification de son habitat, il est dû à l'expansion des activités touristiques, alors le ski de rando et la raquette l'hiver, on en avait parlé, hein. les randos l'été, les chiens non tenus en laisse en période de nidification. Voilà, ce constat est partagé par tous les scientifiques sérieux. Là, on voit un spécialiste de l'OFB et sa déclaration à l'écran. Je parle de scientifiques sérieux, pas des naturalistes autoproclamés qui se répandent sur les réseaux pour escroquer les gogos, n'est-ce pas, mon petit Pierre ? Mais le président de FNE, Midi-Pyrénées, dit: le grand tétras a disparu des Alpes il y a 20 ans. Il est au bord de l'extinction dans les Vosges et se porte très mal dans le Jura. Oui, on est d'accord avec ça. Le problème, c'est qu'il oublie de dire quand même que la chasse du grand tétras a été interrompue dans les Vosges et dans le Jura en 1972 à la demande des chasseurs. Il ne faut quand même pas l'oublier, ça. Ce sont les chasseurs qui ont demandé à ce qu'on interrompe et qu'il n'y ait plus de quotas pour le grand tétras. Voilà. Qui n'a pas arrêté le déclin. Ce qui n'a bien entendu pas arrêté le déclin de cette espèce. Je rappelle quand même que lorsque l'État est condamné à payer une amende, cette amende, elle sort des caisses de l'État, donc de nos poches, puisque c'est avec les impôts que l'État va payer cela. Donc nos impôts servent
alimenter les caisses de France Nature Environnement. Je trouve ça assez inadmissible. Voilà. Tu voulais nous parler, Denis, d'une nouvelle, je ne sais pas comment on pourra appeler ça, peut-être lubie, de nos amis écologistes qui veulent limiter la surface des habitations à 20 mètres carrés maximum par personne. Oui, alors je suis tombé sur le compte-rendu d'une conférence qui avait eu lieu en webinaire, évidemment, en visio, organisée par le Bureau européen de l'environnement. Alors ça fait très sérieux, très officiel, mais ce n'est pas du tout un organisme officiel, c'est un regroupement d'ONG environnementalistes, mais qui s'est accolé le nom de bureau pour avoir l'air d'être très officiel. Et lors de cette conférence, qui était dédiée à la construction, à l'habitat, au logement, et à comment réduire l'empreinte carbone du logement, une chercheuse de l'université de Münster. Alors, elle s'appelle Pia. Pia Mahmoud. Voilà, c'est ça. A eu une idée assez extraordinaire. Elle considère que la rénovation énergétique des bâtiments, c'est-à-dire l'isolation, pour parler français, n'est pas suffisante et qu'il faut aller à des mesures encore plus drastiques, encore plus radicales. Pour elle, il faudrait à l'avenir limiter le nombre de mètres carrés par personne. Et pour elle, et là je la cite, ah oui, j'oubliais de citer le titre de cette conférence, c'était « Construire dans un monde qui voit au-delà de la croissance ». C'est beau ça. À quand la limitation des naissances et, bon, voilà. Donc, il y a deux idées qui ont germé pendant cette conférence. La première émise par cette Pia Mahmoud de l'université de Münster, et on va la détailler. Elle dit textuellement combien de mètres carrés par personne sont nécessaires, et elle répond à sa propre question 14 mètres carrés minimum à 20 mètres carrés maximum pour une personne seule et de 40 à 80 mètres carrés pour un ménage de 4 personnes. Ah. Je pense que les gens seuls vont être contents. Oui. Alors évidemment, certains participants à cette conférence, même un député vert irlandais, ont trouvé que ça allait un petit peu loin. Mais elle répond à tout, parce qu'elle a répondu en disant, et là j'ouvre les guillemets, « Les conditions contextuelles, sociales, économiques et culturelles sont déjà explorées à la fois en sciences et en politique. » C'est-à-dire, et je traduis, qu'il y a déjà des gens qui pensent à traduire ce délire en réalité politique à proposer dans un programme politique. Alors évidemment, on le retrouvera sur le programme d'un parti bien connu, les Grünen en Allemagne, Europe Écologie Les Verts chez nous, mais pas les partis sérieux, bien entendu. C'est assez effrayant. Quand on vous dit que c'est une idéologie dangereuse, car totalitaire, c'est effrayant. La deuxième idée, qui est un peu plus vicieuse, j'allais dire, est émise non pas par une obscure chercheuse d'une université allemande, mais par un haut fonctionnaire de la Commission européenne. Ce monsieur s'appelle Stefan Moser. Il est chef d'unité à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne, c'est-à-dire pas n'importe qui a priori. Et lui suggère d'instaurer une taxe, mais une taxe progressive en fonction de la surface de votre logement. Taxe sur les produits nécessaires au chauffage, électricité, gaz ou fioul. On connaissait la progressivité de l'impôt sur le revenu. Là, on aura la progressivité de la taxe sur le chauffage de votre logement. Et il dit en toutes lettres, vous pouvez faire en sorte qu'il devienne plus cher en termes de taxes si vous vivez dans une grande maison. Donc, la limitation sera non pas édictée par la loi, mais par votre budget. Ça revient au même. C'est la même idéologie malthusianiste et anti-croissance. C'est assez effrayant. Donc voilà, une idée des Khmers verts allemands et d'un haut fonctionnaire de la Commission européenne. La taxe et coercition, comme d'habitude. Ils ne connaissent qu'un mot, c'est enfin deux. Interdiction et taxe. On va rester chez les Verts, Denis, puisque tu voulais nous parler de leur campagne. Ah oui, alors après les Khmers verts allemands, les Khmers verts français. Et en particulier, la tête de liste de la liste des régionales en Île-de-France, vous savez, l'éternel adolescent Julien Bayou. Il s'est fait remarquer récemment, il y a eu un psychodrame un peu politique. Il a commencé à lancer une campagne pour les élections régionales. Alors, on voit l'affiche, une des affiches qu'il souhaitait lancer. On voit très bien que voilà,
cette campagne est destinée à inciter ses électeurs à s'inscrire, enfin ses électeurs, ses sympathisants, à s'inscrire sur les listes électorales parce que, et là on le voit à l'écran encore, les boomers et les chasseurs iront voter. Alors il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu Alain Finkielkraut, Éric Zemmour, les fachos, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, eux, ils iront voter. Que faites-vous pour le climat? Eux, ils iront voter. C'est assez effrayant. C'est assez effrayant parce que là, clairement, Europe Écologie Les Verts, parce que Bayou n'est pas que tête de liste pour l'Île-de-France. Il est secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Ce type-là désigne comme ennemi, clairement, des individus, nommément désignés, le ministre de l'Intérieur et d'autres. Mais alors, les chasseurs, on a l'habitude. Mais là, il y a les fachos, les méchants fachos, il y a les boomers. Alors, qui sont les boomers? Ce sont les générations nées dans les années 50 et 60. C'est scandaleux. Alors, évidemment, acte 1, je lance un ballon sonde, je vois ce que ça donne. Et acte 2, devant le tollé déclenché, je rétropédale, je m'excuse. On voit le tweet de Julien Bayou. Je suis désolé, c'est une faute du stagiaire. Le stagiaire, non, c'est vrai? Ça va pas jusque-là. Tu m'as fait peur. Ça ne va pas jusque-là. J'aurais trouvé ça énorme. C'était pratiquement ça. Je n'avais pas vu, c'est une erreur, je n'avais pas validé. N'écoutant que son courage, qui ne lui disait rien, comme disait Jules Renard, il recule. Le problème, c'est que mon petit Julien, tu nous prends pour des idiots, c'est faux, tu nous mens. Parce que tu avais relayé cette campagne, toi-même, sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook, on le voit à l'écran. Il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots, c'est inadmissible. C'est Pinocchio, là. Voilà, ils sont tellement sûrs de leur supériorité morale, ces soi-disant verts, qu'ils se permettent, de stigmatiser des catégories entières de la population française. Alors, moi, je me demande ce qui va arriver aux catégories qui ne pensent pas comme eux. Est-ce que c'est le goulag, le camp de rééducation, la mine de sel qui nous attend? Bonne question. Et puis, en plus, ils ne sont pas courageux, ils n'assument pas, et en plus, ils mentent. Donc franchement, ne leur permettons surtout pas d'accéder aux responsabilités, ne les faisons pas mentir pour une fois, allons voter, mais voter contre eux. Voilà ce que je voulais dire à propos du petit Julien. On change de personne, tu voulais nous parler de Loïc Dombreval qui veut introduire un dimanche, quel accent, sans la chasse. Il est député des Alpes-Maritimes, alors un dimanche. Un dimanche, voilà. Tu vois, je me suis adaptée. Oui, le fameux Loïc Dombreval, député La République En Marche. Alors, on ne sait plus trop ce qu'il est maintenant, parce qu'il n'est pas sur la liste des régionales pour La République En Marche avec Sophie Cluzel. Il cherche à se rapprocher de la liste de Renaud Muselier, LR. Enfin bon, vous êtes tous au courant des tractations et là aussi du psychodrame sur la liste LR, à propos de la liste LR en région PACA. Mais avant le psychodrame, Dombreval avait appelé à soutenir Muselier, alors que lui, il est La République En Marche, en disant qu'il en attendant certainement une place directe sur les listes. Ce qu'il a failli avoir. Bon. Donc j'invite tous les électeurs attachés à la ruralité, à la chasse, qui sont en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à bien vérifier ce qu'il en est pour les régionales. Est-ce que Loïc Dombreval sera sur la liste de Muselier? Muselier assure que non, mais on verra. Parce que c'est quand même un activiste anti-chasse au niveau des parlementaires. Notoire. Voilà, on en parle souvent. Mais justement, c'est pour ça que j'allais en parler. Il a sorti une tribune dans le JDD. Alors le JDD, c'est son organe de presse, sa Pravda à lui, dans laquelle il réclame un dimanche sans chasse. Bien. Bon, c'est dans le JDD qu'il avait déjà sorti une tribune contre les chasses traditionnelles, une autre tribune pour briser les tabous à propos de la viande artificielle, vous savez, la viande chimique de ses amis du RIP. Voilà. Là, encore une fois, c'est dans le JDD, un dimanche sans chasse. Bon, il faut voir aussi que ça sort en même temps. En gros, c'est la promotion de son livre. Il vient de sortir un livre dont on voit la couverture à l'écran qui s'appelle Barbarie. Bien, ok. Donc, certains disent
qu'il est possible de discuter avec le Guidon Breval. Je me rappelle d'Alain Péréa, le président du groupe Chasse à l'Assemblée nationale, qui est du même parti que de Guidon Breval, qui nous disait « Oui, mais avec lui, on peut parler. » Oui, mais lui ne nous laisse pas la parole lorsqu'il s'exprime dans le JDD ou lorsqu'il sort des livres à charge contre les activités que nous aimons et qui font partie d'une certaine conception de la ruralité et de la France. Donc voilà. D'ailleurs, à propos de Dimanche sans chasse, j'ai vu que certains activistes voulaient qu'il y ait une entrée, une page dans Wikipédia, un dimanche ou un jour sans chasse. Donc j'invite tous les utilisateurs de Wikipédia qui sont inscrits sur Wikipédia à aller dire que c'est inutile. Voilà. Et aller donner leur avis. Bien sûr. Denis, tu voulais nous parler des grands prédateurs. Oui, mais c'est un peu lié. Oui, les grands prédateurs font beaucoup parler d'eux en ce moment, et pas en bien, comme vous l'imaginez. D'abord, il y a les chiffres officiels pour l'année 2020 qui sont tombés. Pardon. Les chiffres de la DREAL. Ça fait un total, alors on va expliquer, de 18 000 animaux d'élevage tués par les grands prédateurs. Alors principalement le loup, beaucoup moins l'ours des Pyrénées. Le bilan officiel donc, de la DREAL, c'est 11 849 victimes, d'accord. Mais tout le monde sait que pour 2 bêtes tuées, officiellement reconnues comme telles, tuées par le loup, il y en a une 3e qui n'est pas retrouvée ou qui n'est pas comptabilisée comme étant du fait du loup. Donc ça fait un total de 18 000 bêtes d'élevage tuées par le loup. On marche sur la tête parce que là, les indemnisations sont payées par l'État, c'est-à-dire par l'ensemble des Français. Et donc ça sort encore une fois de notre poche. C'est assez désolant. Ça risque de sonner la fin du pastoralisme et de l'élevage de plein air. Or, c'est ce qui façonne nos campagnes. Et là, c'est très, très embêtant. Et puis, il y a un certain nombre de races de moutons et de vaches d'élevage qui risquent de disparaître à terme. Donc c'est un appauvrissement de la biodiversité et pas un enrichissement. Oui, puis les mêmes trouvent quand même que c'est un élevage extensif, plutôt positif. Mais je crois qu'il n'y a pas de hasard. Tuer l'élevage correct, acceptable, c'est ne laisser que l'élevage inacceptable. Et donc conduire à la fin de la consommation de viande, puisqu'il n'y aura que des élevages inacceptables éthiquement et moralement. Voilà. Autre exemple, dans les Hautes-Pyrénées, un loup est entré dans une bergerie qui était en lisière. Un ours est entré dans une bergerie elle-même en lisière d'un village. La bergère, interviewée par la presse locale, a dit « Heureusement que je n'y étais pas cette nuit-là. Que me serait-il arrivé ?» Donc un certain nombre de brebis ont été tuées et blessées. La Haute-Marne, on est loin du Mercantour et de la frontière italienne, d'accord, puisqu'il paraît que ces loups sont revenus naturellement par la frontière italienne. Le problème, c'est que les Italiens disent que les loups qui les font suer en Italie viennent de France. C'est le chat qui se mord la queue. Voilà, en Haute-Marne, il y a 2 semaines, devant les attaques répétées et incessantes, le préfet autorisait des tirs d'effarouchement. Et là, il y a 3 jours, il vient, devant l'inefficacité des mesures de prévention et des tirs d'effarouchement, il vient d'autoriser les tirs létaux. Voilà. Trop, c'est trop. Et on le voit, et là j'ai lu un article qui interviewait un certain nombre d'éleveurs en Bourgogne. Et là, la Bourgogne aussi, on est loin du Mercantour et de la frontière italienne. Mais un éleveur se sépare de son troupeau. Et là, ce sont des paroles d'éleveurs, des éleveurs qui n'en peuvent plus et qui baissent les bras. Je vais vous lire quelques phrases de ces messieurs. Je n'ai pas l'intention de nourrir le loup avec mes brebis. Ça prend du temps et de l'argent, c'est une histoire de passion. Je ne veux pas sacrifier des superbes brebis pour le loup. Et il vendra une partie de son cheptel pour ne pas recommencer. Non, on parle d'indemnisation, mais à chaque fois, c'est reprendre tout à zéro. Tout à fait. Des heures et des heures d'investissement qui sont à reprendre de zéro, une race préservée, enfin bref. Puis des gens qui arrêtent, tout simplement. Le type qui a 55, 60 ans, terminé, il arrête. Et ça ne sera pas repris derrière par son fils. Voilà. On nous demande de travailler 10 heures par jour à l'agnelage pour faire des mises bas. On nous demande ensuite de chasser le loup la nuit, de le surveiller quand on a l'autorisation de tir de défense. On nous demande de clôturer nos moutons. Il n'y a aucune profession qui est capable d'accepter ça en France aujourd'hui. Et il continue un peu plus loin. Les citadins veulent le loup alors qu'ils vivent en centre-ville. Ces gens-là, je les aime bien, mais
Ils sont tous incapables de se passer d'Internet, de la 4G, du tout à l'égout. Et nous, il faudrait qu'on vive comme au Moyen-Âge ? Il y a quelque chose qui ne va pas, dit-il. Et oui, et en effet, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et il termine en disant, on a affaire aujourd'hui à une société qui est hors sol, qui ne comprend plus rien à rien. Je me remettrai à bosser quand les gens seront moins cons. Comme ça, c'est dit. Ça, c'est dit. C'est bien dit. Le problème, c'est que cette politique de réensauvagement et de protection des grands prédateurs, que ce soit l'ours ou le loup, c'est une politique pratiquement officielle, celle du ministère de l'écologie et d'un de ses organismes, l'OFB, qui sous-estime, et ça tous les spécialistes le disent aussi, on aura l'occasion peut-être de réinviter un jour Bruno Lecomte ou d'autres personnes spécialistes du loup, la population de loups en France est sous-estimée. Pourquoi ? Parce que les tirs létaux sont un ratio d'une population estimée. Donc si on sous-estime la population, on a des tirs létaux moins importants. Voilà, encore une fois, cette politique est-elle voulue par les Français ? Je ne le pense pas. Mais en tout cas, les éleveurs, les bergers, les ruraux en général, en ont vraiment plus qu'assez de la surprotection du loup par la Convention de Berne. Or, il faut, à mon avis, en sortir. C'est possible, c'est possible. Parallèlement à ça, vous avez des zozos, et là j'ai vu ça dans un journal des Ardennes. On a une éthologue qui crée un parc à loups. Alors, sur 2,5 hectares, et dans ces 2,5 hectares, il y aura un parc à loups, d'une meute de 6 loups, sur 3000 mètres carrés, c'est-à-dire même pas un stade de foot. Pourquoi fait-elle cela, cette dame ? Eh bien, elle va organiser des séminaires d'entreprise, car, et là je la cite, « La présence des loups doit aider les managers et salariés à se développer personnellement et professionnellement selon ce que dit cette dame. » Bon, c'est du grand n'importe quoi, bien entendu, mais c'est une spécialiste parce qu'elle a réalisé, écrit une thèse sur le bien-être des loups en captivité en 2002. Bon, évidemment, la préfecture est assez circonspecte, les éleveurs, les chasseurs locaux sont vent debout contre ce projet, et compte tenu du sérieux dont elle semble faire preuve, si les clôtures de son parc à loups sont aussi sérieuses, dans 6 mois, les 6 loups sont dans la nature pour le plus grand malheur des éleveurs. On va manger un manager. Donc, si seulement. Non, voilà, on souffre du loup et on autoriserait ce genre de parc fantaisiste. Voilà, non, c'est scandaleux. Il y a un vrai problème avec ces animaux et avec le mythe du gentil loup. Je suis désolé, il a croqué le petit chaperon rouge quand même. Donc, voilà. Bon, on passe maintenant, Denis, à ta chronique, les brèves du chasseur. Bien, comme je l'avais, comme je m'y étais engagé, en fin de saison de chasse, je tiens à montrer que les chasseurs ont 2 vies. Il y a celle de la saison, il y a l'après-saison. Et pendant l'après-saison, bien, les chasseurs se dévouent pour les biotopes, pour la nature, pour l'environnement. Oui, alors ça va faire suer certains, mais oui, sur le terrain, en tout cas, les premiers écologistes de France, ce sont en général les chasseurs. Donc, dans la montagne, on voit des chasseurs qui restaurent des zones humides. Alors, ce sont des zones qui appartiennent à une commune, qui étaient laissées à l'abandon par la commune, mais il se trouve que c'est une zone humide qu'il fallait défricher, débroussailler, couper des arbres pour lui redonner vie, parce que ce sont des zones fabuleuses pour la biodiversité. Et là, ce sont les chasseurs, en lien avec la municipalité et l'ONF local, qui se sont attelés à la tâche avec la Fédération départementale des chasseurs de la Corrèze. Donc on salue cette initiative, parce que bien entendu, c'est du bénévolat pour les chasseurs. Bien sûr. Entendu. Et elles sont nombreuses sur les zones humides au niveau bien national. Sûr, bien sûr. Autre, alors petite initiative, mais voilà, c'est en Côte d'Or, des chasseurs qui ont d'une société de chasse locale qui ont décidé de se lancer dans une opération de nettoyage. En 3 heures, 4 heures, 5 heures, ils ont bien entendu rempli des charrettes entières de déchets laissés par nos charmants concitoyens. Ça allait de l'aspirateur au frigidaire, voilà. Et ils se désolent, bien entendu, de devoir recommencer chaque année, mais ils sont les seuls à aller nettoyer la campagne.
Dernière petite chose dont je voulais parler, rendre compte, c'est dans l'Est républicain. Alors il y a eu des soubresauts entre chasseurs et agriculteurs dans ces zones de Lorraine, mais là, une entente cordiale dans une petite municipalité à Thonois, la CCA de Thonois, en lien avec les agriculteurs, installe des clôtures électriques pour protéger les cultures contre les sangliers. Donc voilà des initiatives tout à fait heureuses, louables, et qu'il faut mettre en avant de la conduite par des chasseurs. Voilà. Très positif. Et puis, ah oui, dans les brèves, ce qu'on a pu écouter aussi, alors sur une radio, Oui. France Bleu Gascogne, et là, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, on a parlé de J'aime la chasse sur Esprit du Sud de France Bleu Gascogne, une émission fort sympathique, conduite par Jérôme Destréau, qui a interviewé donc le rédacteur en chef de J'aime la chasse. Toi-même. Moi-même, oui. N'aie pas peur de le dire. Pour parler d'un article que j'avais commis à propos des chaînes de service public qui ne voulaient pas diffuser les spots de la FNC et qui ensuite m'a posé pas mal de questions sur J'aime la chasse, le média J'aime la chasse. Et on peut retrouver... On peut l'émission retrouver en podcast l'émission en podcast. Il suffit de taper Esprit du Sud, France Bleu Gascogne. C'était diffusé samedi et dimanche dernier. C'est diffusé à 10h, vous verrez mon nom. Voilà, mais voilà, c'est surtout pour mettre en avant cette émission Esprit du Sud qui met en avant le terroir, les traditions locales de la Gascogne. Et c'est une émission qui mérite toute notre attention. Et voilà. J'ai découvert à cette occasion très sympa. Puis ça fait écho à France Bleu Vaucluse qu'on avait un peu critiqué il y a quelques semaines sur l'histoire de la biche. Et ben, France Bleu. Non, France Bleu n'est pas uniforme. Il y a voilà. Tu voulais nous parler d'un livre cette semaine, Denis. Oui, alors j'aimerais presque dire le livre. Alors pour moi, et pour beaucoup de gens de ma génération, s'il n'y avait qu'un livre sur la chasse, alors c'est difficile à dire, mais bon, je crois que je choisirais celui-là. C'est le livre La chasse de Paul Vialard. Ce livre en 2 tomes, dans un beau coffret, si on est dans une famille de chasseurs, on l'a tous vu enfant, on s'y est tous plongé avec délice, parce que les photos sont superbes. Et puis, quand on a su lire, on a commencé à lire les textes. Et donc, oui, pour moi, s'il n'y en avait qu'un, ce serait celui-là. C'est un livre d'abord qui est riche d'informations techniques sur les chiens, les modes de chasse, l'histoire de la chasse, la culture et la chasse, ainsi de suite. Mais c'est d'abord et avant... Mais pour moi, ce que j'aime dans ce livre, d'abord, c'est que c'est très bien écrit. C'est un écrivain à l'ancienne, classique, avec une belle langue. Et puis, c'est un livre de poésie, et puis d'éthique et de responsabilité du chasseur. C'est surtout ça qui est intéressant. Il y a quelques très très belles phrases dans la préface. Je vais vous en lire 2 pour vous mettre dans l'ambiance. Vous voyez, j'avais préparé la chose. J'ai amené le tome 1 avec moi. Voilà, c'est le tome 1. Et donc, dans la préface de Paul Vialard, de ce livre, il y a 2 très belles phrases que j'aimerais citer. L'une qui est vraiment poétique à propos de la chasse. Il dit « Qu'est-ce que la chasse ? C'est un vieux piqueux pour qui la forêt n'avait plus de secret et qui portait un nom commun chez ceux de son espèce, la verdure, qui, je crois, m'en a donné un jour, sous une forme peut-être un peu naïve, la définition la plus simple. Celui qui n'a pas connu les longues chevauchées derrière une meute hurlante au cœur des bois ou au flanc des labours, ou seulement les petits matins d'automne à l'orée d'un taillis, le fusil prêt, l'oreille tendue, tous les sens en éveil, écoutant les appels des courants à la poursuite d'un lièvre, celui-là ne sait pas ce que c'est que la vie. » Très beau. C'est en effet très beau. Magnifique. Et à propos de l'éthique et de la responsabilité que doit avoir en lui, le sens de la responsabilité que doivent avoir en lui tous les chasseurs, il raconte un souvenir, le souvenir de son premier permis de chasse qui lui avait été remis par l'adjoint au maire de son village. Et cet adjoint au maire lui a dit « Un permis de chasse, ce n'est pas un certificat. D'abord, un fusil, cela tue. Tu en sais quelque chose, toi qui sors de la guerre et qui l'as faite dans un groupe franc d'infanterie. » Oui, parce que Paul Vialard avait été officier pendant la Première Guerre mondiale. « Tenir un fusil entre ses mains est une chose grave. Prendre une vie, et la vie d'un animal aussi bien que tout autre, il faut avoir des raisons de le faire, et si on le fait, il faut que ce soit en respectant certaines règles. » Bah oui, voilà, je crois que tout est dit. C'est la chasse que nous aimons, et c'est la chasse que nous défendons chez J'aime la chasse.
c'est une chasse de poésie, mais c'est une chasse de responsabilité aussi. Voilà, le livre de la semaine. Merci Denis pour ce bon conseil de lecture. Tu voulais ajouter quelque chose? Tu es allé plus loin que la 7e page quand même, Denis. Non, je plais. Allez, on passe au dossier de la semaine, sinon je suis découvert. On passe maintenant à notre dossier de la semaine. Eh bien, le dossier de la semaine, c'est nous allons revenir sur la conférence sous forme d'interview, d'entretien que Willy Schran, le président de la FNC, nous a accordé pendant le salon virtuel de la chasse. Il a fait cela à 11h le dimanche. Il est resté avec nous 1h30. Merci. On le remercie Oui, on vraiment. le remercie encore. Et évidemment, en 1h30, il a dit beaucoup de choses. C'était riche d'informations. C'est allé loin dans le détail. Il a voulu expliquer la chasse aux chasseurs et ce qu'était la chasse en 2021. Le thème, c'était la chasse en 2021. Donc on va revenir sur certains moments forts. On le fera en 2 épisodes. Il y aura Willy Schran saison 1, Willy Schran saison 2. On continuera la semaine prochaine avec 2 sujets d'importance, dont un qui est assez surprenant. Et là, je fais naître un peu de suspense parce que c'est assez surprenant, voire assez scandaleux, ce qui nous pend au nez. Donc là, on va revenir sur 2, 3, 4 sujets importants, très brièvement, mais avec des extraits de ce que nous a dit le président. Dans un premier temps, j'ai voulu faire un petit bilan de la saison écoulée avec lui, saison pour le moins chaotique. On va écouter le président. Là où on a beaucoup de choses à dire et où on n'est pas satisfait, moi le premier, qui plus est président du Pas-de-Calais, d'un département qui est très petit gibier d'eau, le petit gibier d'abord, où là on n'a pas eu ces possibilités de déplacement comme on aurait pu. Alors on a pu maintenir des formes de chasse, mais quand même, il faut reconnaître, extrêmement partiel, avec un temps donné, un nombre de kilomètres. Ça a été très compliqué. On a eu beaucoup de chasseurs qui ont été très frustrés de cette période. Et ça, c'est quelque chose de difficile et qui m'inquiète pour l'avenir. Donc, il faut absolument qu'on soit bien au carré pour la prochaine saison. Et ça, c'est mon rôle de l'être. Alors après, il y a aussi le gibier d'eau. Là, c'était encore plus compliqué, puisqu'en plus de ces problématiques de Covid-19, on a rajouté à ça une épidémie d'influenza aviaire comme on avait rarement connu au niveau européen. Donc, eux, ce sont les gens qui ont eu le plus de problèmes à pratiquer la chasse. Alors, ils ont eu une période plus longue, c'est un fait. Ils ont eu une période où ils ont pu la pratiquer assez facilement, normalement, on va dire. Mais la meilleure période, je dirais, des vagues migratoires, c'est la période qui a été le plus difficile. Et en fin de saison, on a pu retrouver un semblant de chasse sur des délais assez courts, là où il y avait quasiment plus d'oiseaux, puisqu'ils sont passés avant et ils sont surtout passés après, puisqu'on l'a tous vu, où on a eu des millions de migrateurs qui sont arrivés sur notre territoire national avec la grande vague de froid qui a sévi sur une grande partie d'Europe du Nord et d'Europe de l'Est, d'Europe centrale et aussi l'Europe de l'Ouest, bien sûr. Bien, donc on voit qu'il est conscient. Bon, tout s'est à peu près correctement déroulé pour le grand gibier, mais pour les chasseurs de petit gibier et de gibier d'eau, c'est vrai que les chasseurs de gibier d'eau, ils ont pris 2 épidémies dans la figure, la Covid et la grippe aviaire. Donc il en a tout à fait conscience, contrairement à ce que certains veulent bien dire. Et il en tire des conclusions. Et là, c'est assez intéressant. On va écouter dans un premier temps cet extrait-là. Il y a 2 choses que je retire de ça, il y a des tas de gens qui n'ont jamais pu retrouver leur activité, d'ailleurs, depuis cette période, il ne faut jamais l'oublier. Nous avons quand même pratiqué la chasse totalement pour certains, partiellement ou très partiellement pour d'autres. Et vous dire aussi une simple phrase, c'est que le malheur des uns ne fait pas le bonheur des autres, et l'inverse, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que le grand gibier a pu chasser qu'il aurait fallu dire, comme j'ai entendu à maintes reprises, c'est tout le monde pareil. Non, c'est pas tout le monde pareil. Moi, je préfère que ce soit tout le monde chasse. Donc, même si ça n'a été qu'une partie des chasseurs, cette partie-là, j'ai voulu effectivement la maintenir et je reste très clair sur cette position. Il vaut mieux prendre ce qu'on a pu prendre à ce moment-là et d'améliorer la situation pour la prochaine saison. Ça, c'est mon boulot et je m'en occupe. Et oui, il a raison.
le malheur des uns, le bonheur des uns plutôt, en gros les chasseurs de grand gibier, ne fait pas le malheur des autres. Il ne faut pas, sous prétexte que certains ne peuvent pas chasser, interdire la chasse à tous les autres. D'autant plus que la chasse, comme il l'a bien fait remarquer du grand gibier, a des applications financières. Si on ne chasse plus le grand gibier, les dégâts explosent, les fédérations départementales sont exsangues, donc non, ce n'était pas possible. Ça n'a pas été le bonheur non plus mais pour le grand gibier cette année. Non, Ça, de c'est toute pour la manière. convivialité. De toute manière. Et il en parle un peu plus loin, justement, de la convivialité. Autre conclusion qu'il en tire, et là, je le rejoins tout à fait, parce que je l'ai vérifié sur le terrain, c'est que... mais on va l'écouter. Moi, je vois d'abord une unité de la chasse naissante, et tu as raison, Denis, là-dessus, plus que naissante d'ailleurs, une unité de la chasse, mais c'est un peu logique, on est tous pareils. Quand tout va bien, on est plutôt chacun dans son coin, mais quand ça va mal, on a plus de facilité à se rassembler, on a beaucoup d'attaques, donc on sent cette unité de la chasse, malgré ces différences qui ont été faites pendant la dernière saison, et j'espère qu'on arrivera à passer au-dessus de ça, et rester unis, c'est très important. Le bon exemple, c'est ce qui a été fait effectivement pour la chasse à courre, où on a vu des gens, alors la Somme c'est bien ma région, hein, Denis, je t'assure. Pardon. Il n'y a pas de problème. Donc, il y a des gens, effectivement, de ces 5 départements, d'ailleurs, même du Pas-de-Calais aussi, il y en a eu pas mal, qui se sont rendus en soutien à une chasse qu'ils ne connaissent pas du tout. Et c'était, pour la plupart, souvent des chasseurs d'ailleurs de gibier d'eau et de petits gibiers qui sont allés soutenir. Et moi, je trouve que c'est super parce que c'est l'état d'esprit qu'on doit avoir maintenant. Il faut défendre toutes les chasses. On a perdu un mode de chasse. C'est la chasse à la glu. Alors, ce que le disait d'ailleurs, et j'ai vu effectivement l'intervention de Danielle Chenavier, la présidente de l'Isère, qui est une femme présidente et qui fait un travail remarquable dans son département, il faut le savoir. Sur tous ces sujets, elle est très en pointe et elle travaille énormément et je la félicite pour tout ce qu'elle fait, mais c'est elle qui a raison. La chasse est une et indivisible. Et donc, en effet, oui, on vit une période difficile, à la fois du fait des épidémies, du fait des attaques que l'on subit. Eh bien, c'est dans l'adversité que les liens se resserrent. Et il le dit bien, la chasse est une et indivisible. Il y a un sentiment d'unité, de solidarité de tous les modes de chasse qui est en train de naître. On l'avait vérifié, nous, quand on était allé donc, en forêt de Compiègne, aux côtés des veneurs et des marcheurs. Quand on a vu les chasseurs de la baie de Somme, les huttiers de la baie de Somme venir soutenir la vénerie, c'est loin de leur univers traditionnel et habituel, mais ils étaient là, et motivés, je peux vous l'assurer. Donc ça, c'est intéressant à voir. Voilà pour le bilan et les conclusions qu'il a tirées de l'année, de la saison écoulée. Ensuite, je voulais qu'on aborde des sujets quand même d'actualité, des sujets qui vont être traités. Et le premier d'entre eux, c'est l'incontournable sujet des dégâts commis par le grand gibier en France. Donc là, on va avec lui détailler les 3 grands postes budgétaires de ces dégâts grand gibier qui nous coûtent 80 et quelques millions d'euros par an. Écoutons le premier extrait de son intervention. Pour le résumer très simplement, la chasse française ne veut plus être la seule à payer l'addition. Pour plein de raisons. D'abord parce que, alors si je dois rentrer un petit peu dans le détail, mais c'est important parce que j'aime bien raconter l'histoire aux chasseurs. Il faut toujours être très clair. D'abord, on a une loi en 2000, la loi Voynet, qui nous redonne en charge le volet administratif des dégâts en France. Avant ça, c'était l'ONCFS qui l'avait. Sauf que l'ONCFS était payé pour le faire. Quand on récupère en 2000 cette charge de travail qui est une charge énorme, puisqu'aujourd'hui elle se chiffre à 25 millions d'euros. 25 millions d'euros, c'est un vrai impact sur les permis de chasser. Voilà, c'est une vraie somme à payer et n'oublions jamais que cette somme, elle sort quand même de la poche des chasseurs. Et Président, je me permets de vous interrompre. Il faut bien savoir et expliquer aux chasseurs que les dégâts, c'est deux grosses enveloppes financières, l'indemnisation proprement dite des dégâts et le traitement administratif de tout ce qui est lié avec. J'allais bien détailler les 3 volets, en fin de compte, de l'enveloppe. Donc, ce volet administratif, voilà. Donc, à partir de là, moi, j'estime on veut bien le faire, parce qu'on est les plus à même de le faire, on est structuré pour le faire. Mais moi, ce volet administratif, je trouve que, enfin, c'est pas que je trouve, c'est du bon sens. C'est pas à nous de le payer. C'est pas l'indemnisation, je dirais l'indemnisation administrative, ce genre de choses, c'est un travail d'État. C'est un travail d'État. Donc ça, il faut effectivement s'appuyer sur les fédérations parce qu'on est structuré pour le faire. Mais moi, ma demande est claire au niveau de l'État. Ce volet doit revenir en paiement au niveau de l'État, les collectivités territoriales, l'État dans sa grande largeur, on va dire. C'est à lui de voir. Donc voilà,
il est important de voir que sur les 80 et quelques millions d'euros, le traitement administratif, le poste budgétaire, traitement administratif, c'est-à-dire pas le remboursement des dégâts à l'agriculteur, mais le traitement administratif de tout cela, ça nous coûte 25 millions d'euros. Or, c'est une tâche qui devrait être dévolue à l'État. Alors, on le fait parce qu'on a les structures pour cela, mais il faudrait en être remboursé. Et là, le président Willy Schran a bien raison de le souligner. Le deuxième poste budgétaire de ces dégâts grand gibier, c'est la prévention. Et on va écouter là ce qu'en dit le président Schran. Le deuxième volet, c'est le volet, je dirais, de prévention, qui se chiffre aussi à peu près 6 millions d'euros actuellement, c'est-à-dire quand on met des protections. Je prends un exemple concret, quand on est dans le sud de la France et qu'on vient d'essuyer 3 ou 4 mois de plus ou moins sécheresse, vous avez des vignes, vous avez des grappes de raisin qui sont gorgées de sucre et d'eau. Vous pouvez mettre toutes les carabines que vous voulez autour de la parcelle. Ça magnétise tellement et ça a une telle appétence vis-à-vis des sangliers ou des chevreuils, ils viendront de toute façon manger, quitte à se faire tuer jusqu'au dernier, mais ils viendront parce que des fois, c'est tout ce qui reste dans le coin à manger. Bon. Donc ça, c'est un bon exemple de dire, voilà, nous aujourd'hui, la prévention, je pense, et je suis ferme là-dessus aussi, c'est une chose qu'il faut mettre à la charge de l'État. D'ailleurs, l'État paye la prévention dans bien des domaines. Je n'en prendrai qu'un. Combien coûte le loup en prévention aujourd'hui à l'État? Ça choque personne que l'État le paye. Pourquoi nous, on devrait payer la prévention des cultures, effectivement, concernant le sanglier, le chevreuil ou d'autres choses? Je ne suis pas d'accord. L'État paye la prévention du loup tout en laissant le loup croître de façon totalement anarchique en France. Donc, je veux dire, à partir de là, le volet, effectivement, concernant cette prévention doit revenir aussi à charge de l'État. Donc, oui, la prévention aussi. Pourquoi est-ce à nous de payer La démonstration est lumineuse. Oui. La démonstration est lumineuse. La prévention contre les dégâts causés par les grands prédateurs, dont on vient de parler, le loup, l'ours, c'est à la charge de l'État. Pourquoi la prévention du grand gibier ne serait-elle pas à la charge de l'État? Donc là, on peut se poser la question, il a raison de la poser, et j'espère qu'il la posera aux plus hautes autorités de l'État. Voilà. Et puis, le dernier poste budgétaire des dégâts, ce sont les dégâts eux-mêmes, le remboursement, les sommes versées aux agriculteurs, qui sont à peu près de 45 millions d'euros. On écoute le président et ce qu'il en dit à ce sujet. Il y a le dernier volet, celui qu'on connaît le plus d'ailleurs quand on est chasseur, c'est le paiement des dégâts. Et ce volet paiement de dégâts qui va se chiffrer autour de 45 millions d'euros environ, c'est les derniers chiffres que nous ayons d'il y a 2 ans, ce volet-là, on le discute aussi et on n'est pas d'accord non plus. On est d'accord pour en payer une partie, sauf qu'aujourd'hui, on a de plus en plus des gens qui sont un peu, je dirais, des objecteurs de conscience synergétique et qui refusent la chasse. Moi, je le dis toujours, la propriété privée, c'est quelque chose de fondamental en France. Donc, celui qui dit, moi, je veux pas qu'on chasse chez moi, parce que j'aime pas la chasse, parce que si, parce que là, il a le droit de le faire et on ne se battra pas pour aller chasser chez les autres. Ça, c'est très clair. Par contre, s'il y a des animaux dans ces territoires et si ces animaux provoquent effectivement des dégâts et que nous, on doit payer ça sur l'entièreté du territoire national, nous ne sommes plus d'accord. Alors, on estime à peu près au tiers de la surface chassable la partie aujourd'hui qui nous est soit retirée de la chasse, soit des fois simplement plus chassable, périurbain, plein de sortes de choses, ou des fois mal chassés. Il y a des gens, et là l'État est spécialiste, parce que quand on dit objecteur de conscience synergétique, c'est pas que privé, c'est souvent public. Voilà, il y a beaucoup de territoires, je pense au conservatoire par exemple du littoral, où on fait passer une fois par an les gens dans les territoires, on dit, qui sont d'ailleurs impénétrables pour la plupart du temps, et on dit non mais c'est chassé chez nous, il n'y a pas de problème. Non, nous on veut plus rentrer là-dedans. Moi je veux pas qu'on serve effectivement de pompiers de service quand il y a un problème. S'il y a des gens qui veulent pas rétablir une chasse normale et donner ces territoires, je dirais aux chasseurs qui sont présents dans ces communes, à partir de là, on veut cet abattage d'un tiers effectivement de la somme qui correspond à ce tiers où on ne peut plus maîtriser correctement les populations de grand gibier. Ce qu'il dit est extrêmement précis, 45 millions d'euros. Le problème, c'est qu'il y a à peu près sur les zones chassables en France, un tiers de zones qui ne sont plus chassées ou qui ne sont plus chassables à cause de l'urbanisation, à cause d'un certain nombre de personnes et qui ont tout à fait le droit de dire « moi je ne veux pas qu'on chasse sur mon terrain ». Mais il n'y a pas que les privés. Et il le dit bien dans cette intervention. L'État aussi interdit la chasse sur un certain nombre de territoires. Les conservatoires, quels qu'ils soient, par exemple. Or, évidemment, ces zones-là
comme les conservatoires du littoral, sont des zones non urbanisées, c'est le but des conservatoires, donc les animaux y trouvent refuge, et se répandent ensuite dans les cultures environnantes. Donc là aussi, on pourrait considérer qu'il y a matière à revoir l'addition à la baisse. D'ailleurs, comme il le dit, il va poser une QPC, une question préjudiciable de constitutionnalité bientôt, et ça va faire l'objet... bon, il y aura des résultats sur la question des dégâts assez bientôt, et comme il le dit. Voilà. Donc voilà pour les dégâts. L'autre sujet, l'avant-dernier, c'est les actualités de la FNC. Mais on en a parlé un petit peu dans les actualités, on va écouter le président lui-même, c'est la campagne de publicité et le sondage. On va voir et écouter plutôt ce qu'il en pense. Alors, on a lancé déjà pas mal de choses depuis 18 mois, depuis cette fameuse possibilité qu'on a eue avec la loi qui a mis en place cette réforme de la chasse, pour que les gens comprennent et en toute transparence. Il faut savoir que le budget de communication de la Fédération nationale avant juillet 2019 était de 150 000 € par an. On peut pleurer de rire, hein, c'est le cas de le dire. La bonne formule, c'est celle-là. Évidemment, maintenant, on parle de chiffres en millions, donc c'est autre chose. Mais c'est une des vraies fonctions de la Fédération nationale. La chasse est très bien gérée par les fédérations départementales, il y a beaucoup de choses, elle est locale, tout ça, ça se passe bien. Je dirais des grandes fonctions nationales de la chasse, de la FNC, pardon, c'est la communication. C'est là où on a été totalement absent. Le vivon caché pour être heureux nous a coûté très cher. Donc, on ne rattrapera pas tout de suite, mais on a commencé effectivement un grand travail. Vous avez vu, on a eu des premiers sketchs sur les réseaux sociaux, des petits sketchs humoristiques, le fameux chevreuil au quinoa et j'en passe, qui est sorti effectivement il y a une bonne année. On a eu ensuite, alors il y a eu plein de petites actions, hein, vous avez vu le site, les Facebook, tout ça, ça s'est structuré, organisé, la task force, enfin on a mis beaucoup de choses en place. Ensuite, on a eu le remarquable bouquin qui est sorti, le petit manifeste de 20 pages, Chasse, cœur de biodiversité. Je le conseille à tout le monde. Vous avez dans 20 pages, peu de texte, les bons chiffres et surtout des excellents arguments pour chacun d'entre vous. Et donc ensuite, on est passé au sondage. Et demain, c'est-à-dire mardi prochain, il y a une nouveauté. Mais revenons quelques instants sur le sondage, Denis, parce qu'il est important. C'est quand même curieux d'ailleurs, et c'est des fois complètement fou. La chasse française n'a jamais demandé un sondage d'opinion. C'est dingue, mais c'est comme ça. Pourquoi, j'en sais rien. Et on discute, excusez-moi l'expression, comme des cons, depuis 50 ans sur des sondages que nos opposants font. Donc, on en a fait un avec IFOP. Alors, c'est vrai que ça coûte un peu d'argent à faire un sondage, mais enfin, c'est quand même très important. Et dans ce sondage, eh ben, écoutez, c'est lumineux. En fin de compte, on a la stratégie qui se dessine parfaitement pour la chasse française. Et Denis, vous avez raison, un des grands points, c'est quand on connaît un chasseur, on est majoritairement pour la chasse. Quand on n'en connaît pas, on est à une majorité écrasante contre la chasse. Ce qui veut dire, ben, quoi que je puisse faire au niveau national, et on va en faire des choses, on va en faire, le meilleur ambassadeur de la chasse, eh ben, c'est vous, mesdames et messieurs les chasseurs. C'est vous qui devez porter ce discours. C'est vous qui devez se dire, chaque matin, je vais essayer d'en convaincre un. Je vais passer du temps avec ma tasse de café ou le midi en déjeunant mon sandwich pour expliquer ce que je fais, pour expliquer ce qu'est la chasse. C'est très, très important. C'est vous qui avez sur vos épaules, et c'est vous la vraie arme pour convaincre effectivement l'opinion publique, ce sont les chasseurs eux-mêmes, même si on fait plein de choses au niveau national. Donc voilà pour le sondage. Il rappelle qu'en effet, c'est la première fois qu'un sondage est commandé par la Fédération nationale. Donc c'est une grande première, ça a un coût, mais c'est important. Parce qu'on en tire des conclusions. Et une de ces conclusions, ça a été de se faire connaître. Et pour se faire connaître, campagne de pub. Et il en parle. Le thème, c'est simplement le bonheur d'être à la chasse. Alors rassurez-vous, il y en a qui sont surpris, vous n'avez pas le droit d'avoir une arme, vous n'avez pas le droit de faire voir un animal mort, vous n'avez pas le droit d'être dans une forme de scène de chasse, donc vous verrez autre chose, vous verrez simplement le bonheur que peut représenter d'être à la chasse. Et ce bonheur, il est présent. La chasse, ça ne se résume pas simplement par le fait de tuer un animal, je l'ai toujours dit. Le plaisir est global, il y a toute une série de choses qui se passent. D'ailleurs, on a vu en cette période de Covid, ce qui nous a manqué le plus, c'est la convivialité.
qu'est-ce qu'on s'est ennuyé à manger notre sandwich dans la voiture le midi sans pouvoir se retrouver avec les copains à refaire le monde autour d'une table. On n'a pas pu vivre ce genre de choses. Donc la chasse, c'est du bonheur. C'est d'ailleurs, entre nous soit dit, ce qui fait chier nos opposants. Regardez comment les mecs sont tristes. Ils sont tous dans la haine et dans la provocation, dans le buzz. Voilà. Nous, on est des mecs heureux. On est des gens heureux. Les ruraux sont des gens heureux. Qui effectivement assument ce bonheur. Et c'est dingue, mais ça a toujours été ça. Effectivement, quand vous êtes des gens heureux, ça fait chier tous ceux qui sont tristes. Bon, et ça, c'est effectivement une chose. Donc, cette campagne qui commence effectivement mardi, avec des rendez-vous précis qui vous seront donnés pour que vous puissiez voir la première journée, quand même la petite séquence, voilà, de 30 secondes, le temps de publicité, c'est très court. Voilà, donc mardi et pour un mois, groupe TF1, groupe M6, avec toute une série de chaînes qu'on vous donnera, effectivement, par une communication qui partira pour toutes les fédérations. Et ce même jour, un film de 3 minutes sur la même base que celui de 30 secondes, plus large, plus global, plus complet, on va dire, sur ce bonheur d'être à la chasse, qui reprend plus les modes de chasse, les paysages, les territoires, qui sera effectivement diffusé sur les réseaux sociaux, où là, vous pourrez effectivement le voir un peu partout à travers les réseaux sociaux. C'est une grande étape. J'insiste parce que c'est la première fois qu'on passe à la télévision. Jamais on a fait ça. Alors, on n'avait jamais fait de sondage, on n'avait jamais fait de sketch non plus sur les réseaux sociaux, on n'avait jamais fait de sondage, et on n'était jamais passé à la télé. Alors, ça va faire un buzz. Évidemment, nos ennemis vont hurler. J'imagine que tous les avocats de nos opposants vont être saisis pour attaquer les chaînes qui retransmettent effectivement ça, mais ils vont être déçus parce que la chasse, on l'a fait voir sur un angle que nous, on aime, simplement le bonheur d'être des chasseurs et d'être des ruraux. Vous aurez l'occasion de découvrir ça. Ça fait partie des grandes choses que nous devons faire effectivement pour la reconquête de l'opinion publique. Voilà, bon. Ce qui est toujours agréable avec le président Schrane, c'est que non seulement il connaît les dossiers, mais il est capable aussi d'être assez incisif. Et quand il dit, oui, nous, on respire la joie de vivre, on est heureux, on rit, la convivialité est importante, nos adversaires, ils sont tristes. Moi, j'aime beaucoup quand il dit ça, parce que c'est tellement vrai. Voilà. Et puis enfin, dernier sujet abordé pour la saison 1 de l'épisode Willy Schrane sur J'aime la chasse, et là, c'est nouveau de la part d'un président de la Fédération nationale des chasseurs. Je l'avais noté lors de son discours de l'Assemblée générale. C'est un discours offensif, politiquement parlant. Et là, il a continué, il a tenu le même discours pendant cette intervention à notre salon virtuel. On va écouter le président. Les régionales, et Denis, tu as raison, la puissance effectivement environnementale qui a été donnée dans la loi NOTRe aux régions est incontournable aujourd'hui. Les régionales, c'est plus que le début des problèmes si ça passe dans les mains des écolos. Alors, on va être très clair. Et moi, je vais être très clair là-dessus. Quand on voit ce que ces gens font, quand je vois le style de campagne qu'ils comptent mener, tu as raison, Denis, hier, ils ont publié, Julien Bayou d'ailleurs, qui est secrétaire général de ELV, balance qu'est-ce que vous allez faire pour les élections régionales, parce que pour demander aux gens de s'inscrire sur liste pour aller voter, premier point, parce que eux, les chasseurs, iront voter. Parce que tous les fachos iront voter. Parce que Gérald Darmanin ira voter, parce que Finkielkraut ira voter, et ils mettent ensuite parce que les boomers iront voter. Alors, nous, on est habitués qu'on soit stigmatisé. Je vois ce qu'a fait la Fondation Brigitte Bardot, la violence, la haine, des gens de toute façon qui sont racistes. Voilà, Brigitte Bardot a exprimé plein maintes fois que les Réunionnais étaient des sous-hommes, des propos homophobes perpétuels, enfin une haine de l'espèce humaine qui est inquiétante d'ailleurs. Il ne faut pas se tromper. Quand Julien Bayou dit les retraités, faut les contrer, c'est quand même chiadé. C'est quand même la première fois qu'on entend un truc pareil. Alors nous, les chasseurs, on est malheureusement habitués. Mais voilà, donc il faut bien comprendre que si ces gens prennent le pouvoir dans nos régions, alors je ne parle même pas de la présidence de la République, mais dans nos régions, des gens comme nous n'avons plus aucun espoir de vie sur ces territoires. C'est terminé. Il n'y a rien de plus dangereux que l'extrémisme vert. Voilà, c'est devenu eux, ils le présentent comme une religion, comme un nouvel ordre moral. Ces gens-là vont nous persécuter, qu'on soit chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, qu'on aime manger de la viande, du poisson, du fromage, on va connaître un enfer. Donc, il faut se mobiliser. Et les élections régionales à venir,
vu le pourcentage d'abstention qui s'annonce, les gens qui ont des réseaux, des gens motivés comme nous, auront un poids considérable. Alors, il va falloir voter contre l'écologie politique, parce que l'écologie on devrait interdire d'ailleurs de se revendiquer politiquement de l'écologie. C'est quelque chose qui est totalement incohérent. Donc, il faut se battre contre ces gens-là et surtout aussi contre tous ceux qui s'associent à ces gens-là. Et moi, je le dis clairement. Je l'ai dit, les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Message, on ne peut plus clair. Oui. Et il faut arrêter, comme il le dit, la chasse, non, ça n'a rien à voir avec la politique. Ok, c'était vrai il y a 20 ans. Ça ne l'est plus. Nos adversaires font de la politique, la font plutôt pas mal. Si on ne se bat pas sur le même terrain, on va perdre. Donc le message est clair. Il faut faire de la politique à notre niveau, convaincre les gens. Il le dit bien, chaque chasseur doit devenir un ambassadeur de la chasse. Donc chaque chasseur doit aussi devenir un militant convaincu. Alors, le président et nous-mêmes ne disons pas voter pour un tel ou pour un tel, ou tel parti ou tel autre, mais nous disons voter contre. C'est un peu court, peut-être, mais au moins faire barrage au vert, c'est indispensable à mon avis, et à leurs alliés. Car, il le dit lui-même, les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Et là-dessus, alors, le président Schran a répondu à pas mal de questions aussi des gens qui avaient regardé l'émission en direct. Et il y avait une petite interpellation d'une personne quand on parlait de ça qui disait j'aime la chasse, c'est à vous d'aller voir ce qui se passe dans les programmes et de nous alerter là-dessus. Donc, Denis, on va le faire. Tu as reçu le message? J'ai entendu le message. De toute manière, je n'avais pas besoin de ce message pour m'y intéresser, bien entendu. Oui, on va se lancer dans une petite campagne comment dirais-je, d'information. Alors, il y a des gens avec lesquels on sait très bien qu'on est en bons termes, d'autres avec lesquels il n'est pas la peine de discuter. Et puis, il y a ceux du milieu qu'il faut essayer de convaincre, à mon avis. Mais en tout état de cause, on va essayer d'aller à la pêche aux informations pour donner un maximum à nos auditeurs. Voilà. On pourra parler des bilans aussi de ceux qui étaient en place. C'est fin juin, il faut le rappeler. Mi-juin, 13 et 21, je crois, me rappeler. Bon, mais à vérifier. Bon, merci Denis pour ce dossier de la semaine saison 1 et on attend la saison 2 avec impatience. Alors, on passe maintenant à notre dossier équipement. de dossier équipement cette semaine, on revient un peu sur le salon JLC qui s'est tenu donc, il y a 2 semaines et des offres spéciales que nos exposants ont maintenues. Donc, nos exposants. Voilà, c'est un peu le moment de faire des bonnes affaires et on va en profiter pour passer des petits extraits. Alors je vais lister, et vous allez voir à l'écran apparaître. On a déjà un déstockage vêtements chez l'Armurerie des 1000 étangs qui était présent et donc il fait des offres jusqu'à 50%. Les marques Bronig, Pinwood, Art, Fjallraven, Blazer. Enfin bref, vous voyez tout ça s'afficher à l'écran et vous vous connectez sur armurerie1000étangs.com. Toujours dans les vêtements, on a The Sunday Fox dans un style très british avec du tweed, des chemises liberty, etc. Eux, ils ont fait 15% de remise pour ceux qui tapent le coupon réduction Salon JLC 21. Donc Salon JLC 21, vous le voyez apparaître à l'écran et donc il faut vous rendre sur le site sundayfox.fr. Toujours vêtements, un nouvel arrivant dans le monde de la chasse européenne, puisque très présent en Amérique du Nord, c'est Big Bill. Donc Big Bill, ils viennent en Europe et il a ouvert sa boutique avec des offres spéciales salon. Ouais. Donc vous pouvez aller sur, alors c'est pas sur bigbill.com, attention, c'est chez le distributeur, donc lg-distribution.fr, vous allez dessus et vous verrez cette petite boutique et ses offres spéciales. C'est une marque, je fais un petit coucou et on va passer un petit extrait du salon. C'est une marque qui est portée par José Boilly de QVO. Et il a passé un petit moment le samedi soir sur le salon avec nous. C'est un échange qui a duré une petite heure, fort sympathique. Et je passe un petit extrait. On écoute José Boilly. Toute chose a ses forces et ses faiblesses, mais je crois que déjà d'avoir attiré ces gens-là sur votre salon puis d'avoir pris le risque de le faire, en tout cas, je vous lève mon chapeau, là, ça semble bien aller, puis je suis content de voir les sourires par chez vous. Puis de toute façon, il n'y a pas de petites ou grosses actions, c'est toutes des actions qui font grandir la chasse
puis ce que vous faites là, votre investissement va donner du résultat. Puis on sera où l'année prochaine avec ça? On ne le sait pas. Peut-être en direct, peut-être ensemble sur une plateforme. C'est toujours le début de quelque chose. Puis chez nous, on appelle ça une gravelle à la fois. C'est un rocher qui va faire la montagne. Bien là, vous avez différents rochers d'ajouter. Puis je trouve ça très, très bien. Hein. Donc, c'était un petit soutien, donc ça nous a fait chaud au cœur, c'était sympa de sa part. Vous pouvez retrouver l'intégralité sur notre Facebook notamment, et vous aurez noté qu'il portait une casquette Big Bill. Voilà, toujours dans les offres, on avait fait un webinar, une petite conférence sur les sacs à dos Vorn, qui sont des super sacs à dos pour aller en montagne, à l'approche, etc. Donc Jérémy de JM Artemis nous avait présenté ça, et ils font une offre de 10% de remise sur toute la catégorie des sacs à dos Vorn. Si vous ne connaissez pas, je mets un petit extrait de sa présentation qu'il nous avait fait pendant le salon JLC. Tac, alors je me rééquipe. Tac. Donc voilà, pour récapituler à nos amis de Facebook et autres, on a la carabine dans le dos, donc elle ne bouge pas. Elle est à l'abri des chocs, des coups, des intempéries, surtout pour l'optique, surtout l'optique est important dessus. Et en fait, si je veux me saisir de mon arme, je l'attrape par le canon. Et là, pour vous montrer, voilà, il y a un petit poussoir ici. Je tire dessus et la carabine vient. Voilà. Donc après, on peut rentrer tout de suite en action de chasse. Et voilà, donc Jérémy nous explique comment on se retrouve directement en action de chasse. Donc coupon, c'est JLC10, et c'est sur le site jmartemis.com. 10% de remise. Voilà, on sort des réductions, mais on a eu aussi la présentation par Chasse Pêche Passion de la nouvelle Linergie de Vernet-Caron. Une première carabine La première linéaire française. Française, et pas française, il y a Chapuis. Hein. Oui, Chapuis en avait fait une, mais Chapuis c'est Beretta maintenant. Ah, Je le dis. Bon, il y aura un débat prochainement. Avec une grande tristesse, puisque j'ai un Express Chapuis. Donc, Vernet-Caron, la première linéaire de la firme, elle a été présentée par Chasse Pêche Passion en exclusivité sur le salon JLC. Chasse Pêche Passion, ils sont à Carcassonne et Narbonne. On regarde un extrait de leur présentation. Donc, cette carabine, nous l'avons reçue il y a 3 jours, à peine. C'est réellement une vraie surprise. Et voilà. Une agréable surprise, je rajouterai. La carabine Linergie, dernière année de la gamme Vernet-Caron. Une très belle carabine. Vernet-Caron nous a toujours habitués à faire de belles armes, propres, efficaces, très agréables à la prise en main. Une mécanique assez souple. Vraiment très très bien, très très belle arme. Voilà, donc présentation pendant le salon JLC. Et pour finir, dans les bonnes affaires à faire, on était obligé de vous présenter la boutique J'aime la chasse. Je porte une petite doudoune J'aime la chasse. Très belle saillante. Donc on a sorti à cette occasion la boutique J'aime la chasse. Et on vous fait aussi profiter d'offres spéciales. Donc si vous voulez afficher J'aime la chasse dans votre vie, vous trouverez tout ce que vous voulez sur notre boutique, enfin j'espère. Et on vous fait 10% de remise avec le coupon qui s'affiche à l'écran. Eh ben merci Patrick pour toutes ces bonnes affaires et n'hésitez pas à vous rendre sur les sites internet et à cliquer sur les liens et à rentrer les codes de réduction. Cette émission touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci Denis, merci Patrick. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et sur notre site internet. Tout ça sous le nom de J'aime la chasse. On ne se dit pas à dimanche prochain car il n'y aura pas d'émission dimanche prochain puisque c'est l'Ascension, férié. Donc on se retrouve le dimanche d'après. Passez tous une excellente soirée et à très bientôt. J'aime la chasse, l'émission vous est proposée par Alvis Audio. Alvis, protection auditive technique pour la chasse et le tir.